Bonjour à toutes et à tous, autant en présence qu'à distance. Merci beaucoup d'être là pour cette nouvelle activité de la chaire Antoine Turmel sur la protection juridique des aînés. Donc, je me présente pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas. Anne-Marie Savard, je suis professeure ici à la Faculté de droit de l'Université Laval et titulaire de la chaire de recherche Antoine Turmel sur la protection juridique des aînés. Donc, c'est avec un grand plaisir, une émotion sentie que je reçois aujourd'hui un collègue de longue date de l'Université Lyon 3 et aussi un ami, le professeur Guillaume Rousset. Je vais dire quelques mots quand même pour te présenter, Guillaume, si tu permets. Donc, Guillaume Rousset est professeur des universités en droit à la Faculté de droit de l'Université Jean Moulin Lyon 3 et chercheur associé à la chaire Antoine Turmel depuis quelques mois d'ailleurs. Directeur du Centre de recherche en droit et management des services de santé, il est également responsable du DU, diplôme universitaire droit, expertise et soins, du master droit et management des organisations sanitaires, sociales et médico-sociales et co-responsable du double diplôme droit, politique et management de la santé, Université de Sherbrooke à Québec, et bien sûr, et Université Lyon 3, ainsi que du double diplôme de droit de la santé, Université Saint-Joseph de Beyrouth au Liban, en collaboration avec l'Université Lyon 3. Il est également l'auteur de nombreuses publications en matière de droit de la santé, mais aussi de droit funéraire. C'est un peu nouveau. Et ce pourquoi on a quelques échanges tout à fait intéressants. Donc, merci beaucoup, Guillaume, d'être ici avec nous. Guillaume va nous entretenir sur la clause de conscience dans le champ de la santé en droit français. Comment concilier droit, morale et justice? Une conférence qui a une résonance, certes, peut-être un peu particulièrement en France, alors que une proposition de loi vise éventuellement à introduire la pratique de l'aide médicale à mourir, mais aussi en droit québécois, bien sûr, puisque nous avons cette loi, mais il n'y a pas que l'aide médicale à mourir. À toi de nous en parler. Merci beaucoup encore, Guillaume. Merci beaucoup, chère Anne-Marie. Avant de commencer des remerciements, bien évidemment à Anne-Marie Savard pour son accueil au sein de la chaire à laquelle j'ai le plaisir d'appartenir effectivement comme chercheur associé, et aussi à sa coordinatrice, Anouk Payet, pour son organisation toujours efficace, il faut le dire publiquement. Effectivement, nous avons convenu tous les trois de faire cette conférence sur cette question de la clause de conscience, pour des raisons que je vais vous expliquer très simplement, puisqu'en guise d'introduction, je souhaite vous dire deux choses. La première, c'est le pourquoi, et la seconde, c'est le quoi, c'est-à-dire ici, qu'est-ce que c'est que la clause de conscience. Alors d'abord, pourquoi parler de ce sujet, pourquoi traiter de ce sujet? Pour trois raisons, me semble-t-il, de manière essentielle et complémentaire. D'abord, parce que c'est une notion actuelle, c'est une notion dont on débat beaucoup en France, notamment, Anne-Marie Savard l'a dit, parce qu'elle est au cœur, parmi d'autres, mais elle est au cœur des débats que nous avons actuellement sur la légalisation de l'euthanasie du suicide assisté, nommée dans cette proposition de loi l'aide à mourir. Les porteurs de cette proposition, initialement du projet, ont tout de suite pensé à la question de la clause de conscience dans l'idée de légaliser l'euthanasie du suicide assisté, parce qu'ils voyaient cela comme un échappatoire. C'est-à-dire à partir du moment où réaliser cet acte serait perçu par certains professionnels de santé comme une forme de violence morale au vu de leurs convictions personnelles, eh bien, prévoir cette clause de conscience permettait de laisser ceux qui veulent réaliser cet acte le faire, sans se voir un refus imposé, et à l'inverse, permettait de ne pas imposer à ceux pour qui ce serait une violence symbolique que de réaliser cet acte. Donc, c'est une notion très actuelle, au-delà de la seule question de l'aide à mourir. Hein. On en parle régulièrement, notamment au sujet de l'avortement, de l'interruption de grossesse, parce que certains, j'y reviendrai, souhaitent voir le champ d'application de la clause de conscience être plus limité. Donc, une notion actuelle, une notion centrale, par ailleurs, pour ceux qui souhaitent y avoir recours. Lors du processus d'élaboration de la proposition de loi sur l'aide à mourir en France, la toute première étape a été une convention citoyenne. On sait bien faire ça en France de manière générale, notamment dans le champ de la santé. Ça contribue au processus démocratique. Certains disent que c'est un alibi démocratique, mais en tout cas, c'est une étape de plus en plus importante de certains processus législatifs. Et dans cette convention citoyenne, à la suite des propositions qui ont été formulées, des sondages, en quelque sorte, ont été faits auprès de professionnels de santé, lesquels ont pu dire clairement que
ils imaginaient la clause de conscience en matière d'aide à mourir comme un élément central. Et que s'ils ne disposaient pas de clause de conscience, dans ce sondage en tout cas, il faut prendre avec des pincettes les sondages, mais ils disaient que sans clause de conscience, ils démissionneraient parce qu'ils risqueraient sinon de se retrouver obligés de faire un acte que leur conscience fait. Donc c'est une notion qui est centrale pour certains, mais disons-le avec objectivité, c'est une notion qui est tout à fait contestée par d'autres. Et je reviens sur la question de la clause de conscience en matière d'interruption de grossesse dont je commençais à parler. Certains pensent avec conviction que la clause de conscience en matière d'interruption de grossesse, c'est anormal. Parce que ça montre, ou ça montrerait en tout cas, une spécificité, une particularité de l'acte médical en cause, ici l'acte abortif. Et dire qu'il a une clause de conscience par exception pour cet acte, alors qu'il n'y en a pas pour les actes médicaux de manière générale, eh ben, ça montrerait une spécificité de l'acte abortif, spécificité que ces personnes nient, et ben, si l'acte abortif n'est pas spécifique, il ne peut pas y avoir de clause de conscience particulière. Donc c'est contesté pour ces raisons, et c'est contesté aussi parce que, certains le disent, ce serait, et techniquement c'est vrai, une atteinte au droit d'accès aux soins. À partir du moment où vous pouvez refuser de réaliser l'acte médical que je demande, eh bien vous remettez en cause, vous rendez plus complexe la réalisation de mon droit d'accéder aux soins. Donc contesté par les autres, alors que c'est central pour les autres. Mais peut-être la raison la plus importante encore pour laquelle j'ai souhaité vous parler de ce sujet, c'est que c'est une notion en réalité assez méconnue. On le sait avec Marion Girard, collègue et amie de l'IFROS, on le voit en formation continue, les professionnels ne sont pas toujours très à l'aise avec cette notion. La clause de conscience, c'est une forme de refus de soins, le soignant qui refuse de soigner un patient, mais dès qu'ils voient un autre type de refus de soins, ils assimilent ça à la clause de conscience. C'est-à-dire qu'on ne sait pas bien où ça commence, où ça finit. On ne sait pas bien pour quel cas c'est autorisé, on ne sait pas bien quels sont les professionnels de santé qui en sont les titulaires. Bref, il y a une sorte de flou. On comprend l'idée, mais on ne connaît pas bien le domaine. Et je pense que dans ce contexte, c'est encore plus utile de donner des précisions sur l'état du droit français actuellement en vigueur pour vous expliquer ce que c'est et surtout ce que ça n'est pas en réalité, cette clause de conscience. Ça, c'est le pourquoi. Pourquoi ça nous paraissait important de vous parler de ce sujet. Après, il y a une deuxième question, toujours dans cette introduction, qui porte non plus sur le pourquoi, mais sur le quoi, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la clause de conscience. Et en préparant l'introduction, j'ai longtemps hésité à intervertir le quoi et le pourquoi, le pourquoi et le quoi. Parce que je me suis dit, expliquer les enjeux d'un sujet sur une notion que je n'ai pas expliquée, ça peut paraître anti-pédagogique. Mais ça me paraissait un peu trop raide, un peu trop rude que de commencer par la notion sans vous expliquer les enjeux. Donc, en tout cas, je parle de la notion maintenant. C'est une définition personnelle que je vais vous apporter de la clause de conscience, qui a ses limites, bien évidemment, comme toute définition qui peut être apportée. Pour moi, la clause de conscience, c'est la faculté reconnue ou accordée, peu importe, à certains professionnels de santé, on peut lire ensemble, de refuser de réaliser un acte médical, pourtant légal, pourtant autorisé. C'est probablement le pourtant qui est le mot le plus important de cette définition. Et pourquoi ils refusent? Eh bien, tout simplement parce que leur conscience personnelle, pas professionnelle, mais personnelle le répond. Alors, une fois que j'ai donné cette définition, j'ai tout dit, rien dit, on va en fait décliner cette définition pour reprendre chacun des morceaux successifs, des éléments successifs de ces définitions, pour vous les expliquer et avancer chemin faisant dans cette explication. En vous précisant cependant avant qu'il y a d'autres manières aussi de nommer la clause de conscience. On en parlait avec Anne-Marie tout à l'heure. En France, comme ici, une expression souvent utilisée, c'est l'objection de conscience. Voilà. C'est pareil. Ce sont des mots différents pour dire la même chose. Donc ne vous dites pas, oui, mais alors il nous parle de la clause de conscience, donc ça veut dire qu'il ne va pas nous parler de l'objection de conscience. Si, c'est pareil. C'est juste que c'est un terme davantage utilisé, en tout cas dans le droit de la santé. L'objection de conscience en droit français, ou en France en tout cas, ça peut renvoyer un peu plus facilement, par exemple, à ceux qui ne voulaient pas servir sous les drapeaux, qui ne voulaient pas s'engager, qui ne voulaient pas faire le service militaire lorsqu'il existait, parce qu'ils étaient pacifistes, par exemple. Ils disaient, j'ai une objection de conscience, je ne prendrai pas les armes. C'est contraire à mes convictions personnelles. C'est un peu plus sur ce sujet, on parle de la question de l'objection de conscience et un peu plus
sur la matière de la santé que l'on utilise l'expression de clause de conscience. Dernière précision formelle, que le mot clause ne laisse pas penser que ça a un quelconque rapport avec le droit des contrats ou des obligations. Ouais, j'avoue ne jamais y avoir pensé, mais parlant beaucoup de ces questions avec des étudiants, parfois, quand je leur dis, ben voilà, on va parler de clause de conscience, qu'est-ce que c'est? Et ben, j'ai eu parfois quelques étudiants qui essayaient de faire le lien avec le droit des obligations, avec le droit des contrats, comme le mot clause pouvait le laisser penser. Ça n'a rien à voir. Voilà. Ce n'est pas du tout en référence à un cadre contractuel que la notion existe, en réalité. Ces précisions formelles faites, attaquons donc le cœur et, comme je vous l'ai dit, coupons en petits morceaux cette définition pour voir chacun d'entre eux et expliquer chacun d'entre eux. Le premier petit morceau, c'est le mot faculté. Ce n'est pas le mot le plus important, soyons clairs, mais c'est un mot essentiel, malgré tout, parce qu'il permet de comprendre un petit peu l'état d'esprit, l'approche. Et une des questions qui se pose parfois avec les professionnels, c'est de savoir dans quelle mesure ils sont liés ou pas liés par le oui ou par le non qu'ils ont précédemment donné. C'est-à-dire que certains se disent, mais à partir du moment où j'ai réalisé cet acte, à partir du moment où j'ai accepté de faire cet acte, est-ce que je suis engagé et je ne peux pas changer d'avis pour des actes postérieurs? J'ai fait une interruption de grossesse plusieurs fois, j'ai toujours fait des interruptions de grossesse, mais là, je ne le sens pas. Là, je ne suis pas à l'aise. Là, j'ai quelque chose qui me pose problème, d'un point de vue personnel, d'un point de vue de conviction. Mais puisque j'en ai toujours fait, est-ce que je suis obligé de la faire là aussi? Ou est-ce que j'ai la possibilité de dire non une fois, même si j'ai toujours dit oui avant? Bah oui. Un oui toujours n'engage pas la suite. Un non toujours n'engage pas la suite. Voilà. C'est une faculté. J'ai la possibilité d'y avoir recours tout le temps. J'ai la faculté d'y avoir recours jamais. J'ai la faculté d'y avoir recours parfois, mais je ne suis pas engagé par la position antérieure que j'ai pu avoir. Ça, c'est un élément essentiel. Parce que la clause de conscience, si on essaie en termes de liberté publique, de liberté fondamentale, de l'analyser, ça se fonde sur la liberté de conscience, qui est une liberté constitutionnellement protégée en France. Je sais qu'on a un rapport aux normes écrites qui est différent ici qu'en France, sur ce sujet comme sur d'autres, mais en tout cas, c'est vrai que la Constitution joue un rôle dans un pays de droit écrit comme l'est la France, fort, et que c'est un peu l'absolu de la norme écrite. On l'a vu notamment quand on essaie de constitutionnaliser certains droits ou certaines libertés, par exemple en matière d'interruption de grossesse. Et donc, la clause de conscience se fonde sur la liberté de conscience qui a une valeur constitutionnelle, et la liberté de conscience, c'est la liberté de penser ce que l'on veut à partir du moment où on ne nuit pas à autrui. Et bien voilà, je peux changer d'avis, je peux être pour quelque chose, contre quelque chose, avoir une position qui varie. Bref, c'est une faculté, je n'insiste pas davantage, mais c'est peut-être un élément important, me semble-t-il, à préciser. Le deuxième élément est plus important. C'est le mot « certain » dans l'expression « certains professionnels de santé ». L'idée ici consiste à dire que tous les professionnels de santé n'ont pas forcément une clause de conscience. Et lorsqu'ils en ont une, ils peuvent l'avoir pour certains cas, mais pas pour d'autres. J'y reviendrai. Ça, c'est le troisième point. Et pour vous faire comprendre ça, je veux m'arrêter sur une profession emblématique du sujet, me semble-t-il. C'est la question des pharmaciens. En France, on a eu des débats réguliers et encore récents sur des questions d'aide à mourir, sur la place des pharmaciens. Alors, selon une terminologie française en tout cas, mais qui peut-être ne sera pas trop confuse, les pharmaciens d'officine, c'est-à-dire les pharmaciens de ville, là où j'achète des médicaments dans le commerce classique, mais aussi les pharmaciens hospitaliers, c'est-à-dire les pharmacies à usage intérieur, c'est-à-dire les pharmaciens qui préparent les médicaments, qui sont responsables du circuit des médicaments dans les établissements de santé. Eh bien, en fait, je vous le dis clairement, les pharmaciens en France, qu'ils soient d'officine ou à usage hospitalier, à usage intérieur, n'ont, et je pense n'auront jamais de clause de conscience. Pour des raisons qu'il faudrait analyser, mettre en perspective. Mais la question s'est posée il y a une dizaine d'années au sujet des pharmaciens d'officine, lorsque les pouvoirs publics et l'ordre des pharmaciens voulaient actualiser, mettre à jour, modifier le code de déontologie des pharmaciens. Et ils ont été confrontés à une situation, ils se sont dit, ben voilà, bon,
les cas parfois où les dilemmes éthiques peuvent exister pour les pharmaciens, pour certains en tout cas, c'était au sujet de la pilule du lendemain. L'expression est peut-être, bon, manifestement, je vous vois hocher de la tête. Voilà, vous avez un rapport sexuel non consenti, vous craignez de tomber enceinte, eh bien, c'est le produit que l'on prend pour éviter la nidification, etc. Et là, il y a un débat de fond et que je suis bien incapable de trancher parce que c'est une question de médecin, c'est une question scientifique. Est-ce que la pilule RU486, notamment, est une pilule contraceptive ou abortive, selon que ça intervient à un stade ou à un autre du processus? Bon, moi, je n'ai pas d'idée. Je n'ai pas d'idée parce que je ne suis pas compétent pour ça, enfin, j'ai bien une opinion, il faut d'une idée, mais ce qui est intéressant, c'est que la réponse va déterminer énormément de choses. Si c'est une forme de contraception, bon, bah, les enjeux éthiques, hein, vous pouvez être contre la contraception, enfin, en 2026, en France ou au Canada, c'est quand même assez peu probable comme position idéologique. Donc, si c'est une pilule contraceptive, bah, vous ne pouvez pas la refuser. Ou en tout cas, vous pouvez refuser pour des motifs professionnels, mais pas pour des motifs personnels. À l'inverse, si c'est une pilule abortive, bah, il n'y a pas de conflit de conscience, mais le dilemme, le débat éthique, l'interrogation morale peut se poser, ou en tout cas autant que pour d'autres situations abortives pour les médecins, par exemple. Et donc, selon comment vous concevez la pilule du lendemain, eh bien, vous en faites un problème ou pas, et vous en faites un enjeu ou pas, et dans ce cas-là, vous analysez cet échappatoire qu'est la clause de conscience comme devant être reconnu ou pas. Bon, les pouvoirs publics sont intervenus de manière claire en disant non. C'est vrai que politiquement, c'est compliqué d'essayer de donner cet échappatoire en matière abortive, si tant est qu'on considère que c'est une pilule abortive. Les pharmaciens d'officine, fermez la porte, fermez le banc, n'auront pas de clause de conscience. La question s'est posée beaucoup plus récemment, au sujet de la tentative de légalisation de l'euthanasie du suicide assisté, donc de l'aide à mourir, au sujet des pharmaciens hospitaliers. Actuellement, et je ne pense pas que ça va changer, la position, c'est les pharmaciens hospitaliers ne l'ont pas. Ne l'ont pas parce qu'on considère qu'ils sont trop loin dans le processus. En clair, ce n'est pas eux qui poussent la seringue. Ce n'est pas eux qui donnent la mort. Ce n'est pas eux qui réalisent l'acte létal. Et à partir du moment où ils le font, je mets des guillemets, que préparer le produit avec lequel l'acte létal sera réalisé, bon, bah, ils sont au début du processus, ils ont un rôle dans le processus, mais enfin, ils ne voient pas le patient, quoi. Donc, le dilemme moral, le dilemme éthique, le dilemme déontologique, le dilemme politique, vous ne pouvez pas l'avoir. Vous êtes trop loin dans le processus. Ça, c'est la position défendue actuellement par les pouvoirs publics, en tout cas dans la partie majoritaire de ceux qui votent la loi. Et quand on écoute les pharmaciens, en tout cas certains pharmaciens hospitaliers, l'opinion n'est pas la même. Et notamment quand on écoute le syndicat majoritaire des pharmaciens hospitaliers. Je ne parle pas de 3 pharmaciens hospitaliers comme ça, pris au hasard, ou pris justement pas du tout au hasard. Non, je parle du syndicat majoritaire. Alors, est-ce que les syndicats représentent la profession? On pourrait avoir un débat là-dessus. Ben, c'est quand même le syndicat majoritaire. Le syndicat majoritaire dit, nous, cette position qui nous refuse la clause de conscience, elle nous pose problème. Parce que on joue un rôle fondamental dans le processus. Oui, ce n'est pas nous qui poussons la seringue. Oui, on ne voit pas le patient. Mais sauf que le produit qu'on prépare, il n'a que pour seule finalité que de donner la mort. Ce n'est pas un produit que l'on prépare pour quelque chose et dont on va détourner l'usage de manière légale pour réaliser l'acte létal. Non, c'est un produit qui existe du début jusqu'à la fin avec pour seule et unique finalité que de donner la mort. Donc, quand vous nous dites qu'on n'est pas impliqué dans le processus, ben, ce n'est pas vrai, parce que sans nous, rien ne se passe. Sans nous, sans le produit que je prépare, eh bien, l'euthanasie, le suicide assisté, la mourir n'auront pas lieu. Donc, je suis pas l'oméga, mais je suis l'alpha du processus. Donc, ne me dites pas que je n'ai pas d'importance dans ce processus. Bon, il y a une opinion, il y a une autre, il y a une position, il y a une autre. Chacun fera le tri comme il le voudra. Mais en tout cas, on refuse aux pharmaciens cette hypothèse. Et donc, ça signifie que, par principe, tous les professionnels de santé n'ont pas forcément. Je vais vous expliquer les seuls professionnels qui l'ont. Et pour vous dire ça, il faut juste que je vous annonce ce que je développerai dans la diapo d'après. C'est les 3 seuls cas autorisés aujourd'hui en France en matière de clause de conscience. Le premier cas, c'est l'interruption de grossesse.
qu'elle soit volontaire ou médicale, peu importe. Le deuxième cas, c'est la stérilisation à visée contraceptive. Et le troisième et dernier cas, c'est la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires. La clause de conscience dans le champ de la santé en France ne peut être autorisée, n'est autorisée, pardon, que pour ces trois cas. Éventuellement, il y aura le quatrième cas avec l'euthanasie, suicide assisté et la mourir. Et à ce stade, ce n'est pas du droit positif. Donc, que ces trois cas. Et pour ces trois cas, les titulaires de la clause de conscience varient. C'est-à-dire que ce n'est pas les mêmes professionnels qui l'ont, quel que soit le cas. Les professionnels qui l'ont sont différents selon les cas. Et ici, ce qui est très intéressant, et c'est probablement, en tout cas de mon point de vue, un des sujets les plus importants en matière de clause de conscience, c'est qu'il y a deux conceptions qui s'affrontent. La conception large et la conception stricte. Le mot large et strict n'ayant aucun jugement de valeur. La conception large, c'est il faut donner la clause de conscience à tous ceux qui participent d'une manière ou d'une autre à l'acte polémique, à l'acte qui fait débat. Et dans ce cas-là, on va l'appliquer tant à celui qui fait l'acte qu'à celui qui aide celui qui fait l'acte. Par exemple, en matière d'interruption de grossesse, c'est aujourd'hui le médecin et la sage-femme. Historiquement, il n'y avait que le médecin qui pouvait faire des interruptions de grossesse. Maintenant, il y a la sage-femme, tant IVG chirurgicale qu'IVG médicamenteuse. Et donc, c'est tant le médecin que la sage-femme qui réalisent eux-mêmes l'acte abortif qui peuvent dire « là, je ne fais pas ». Clause de conscience. Mais c'est aussi ceux qui aident le médecin et la sage-femme. Donc, ça veut dire les paramédicaux, infirmières, ou alors la sage-femme si elle agit en tant qu'aide et non pas comme acteur direct. Et là, c'est soumis à débat, parce que certains disent, mais attendez, ce n'est pas eux qui réalisent l'acte abortif. Et puisque ce n'est pas eux qui le font, et qu'ils ne le font que aider ceux qui font, ils ne devraient pas avoir clause de conscience. Ils ne sont pas assez exposés professionnellement, ils ne sont pas assez exposés moralement pour avoir cet échappatoire que ceux qui font, eux, ont. Et donc, ça, c'est la conception large, c'est donner la clause de conscience à ceux qui font et à ceux qui aident ceux qui font. La conception stricte, c'est au contraire de donner la clause de conscience qu'à ceux qui font, et surtout pas à ceux qui aident ceux qui font. Une phrase un peu complexe. Pardonnez-moi, en plus, vous n'avez pas mangé, je vous expose. Vous pouvez faire jouer votre clause de conscience et donc vous retirer de la salle si c'est trop dur moralement. Ça, c'est le nœud du débat. Et on retrouve, vous voyez, la question du pharmacien. C'est en application du conception stricte qu'on dit au pharmacien tu n'es pas assez impliqué pour pouvoir demander cet échappatoire. À l'inverse, sur le deuxième cas, la stérilisation à visée contraceptive, là, il y a une conception stricte. Il n'y a que le médecin qui peut invoquer la clause de conscience. De toute façon, il n'y en a pas d'autres qui font. La sage-femme ou d'autres types de professionnels médicaux n'ont pas de clause de conscience parce qu'ils n'ont pas le droit de faire des stérilisations à visée contraceptive. Mais on n'a pas permis la clause de conscience pour les paramédicaux. Vous ne voulez pas aider quelqu'un, un médecin, à faire une stérilisation à visée contraceptive, vous démissionnez. C'est dans votre poste. Et puis, de toute façon, vous voulez un échappatoire, il n'y en a pas, parce que la clause de conscience n'a pas été reconnue par les pouvoirs publics. Elle n'est pas prévue par la loi. Bon. Donc, ça vous plaît pas, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Si vous refusez de le faire, c'est une faute professionnelle, au sens du droit du travail, qu'il soit public ou privé. Sur le troisième cas, qui est la recherche sur les embryons et les souches embryonnaires, on retrouve la conception large dont je parlais sur la clause de conscience en matière d'interruption de grossesse, parce que c'est tant les soignants qui font que les soignants qui aident, ceux qui font, mais c'est un petit peu plus large encore, parce qu'on prend en compte aussi les personnels de la recherche. Donc les ingénieurs en matière de recherche qui font les recherches ont, et les assistants de recherche ont aussi. Et pour vous dire qu'il y a aussi une conception plus large encore parfois qui peut exister, c'est que là, on n'a parlé que de personnes physiques, on n'a parlé que des professionnels de santé. La question s'est aussi posée et se pose encore sur la question des personnes morales. Historiquement, c'était en 1975 quand la légalisation de l'interruption de grossesse, la légalisation de l'avortement, pardon, a été permise par la loi du 17 janvier 1975. On a dit, écoutez, moi je suis un établissement de santé fondé par des religieuses et chaque professionnel de santé aura son choix.
Mais moi, je ne me sens pas, je ne me vois pas proposer dans mon établissement fondé sur une identité religieuse de dire, bah, on va faire des IVG. Donc, si vous voulez faire des IVG, vous allez à droite, vous allez à gauche, et vous venez pas chez moi. Et au-delà du débat qu'on peut avoir, ça a un sens. On peut ne pas retenir ça, mais ça a un sens par rapport à l'identité de l'établissement. Et actuellement, en matière d'interruption de grossesse, cette clause de conscience, on dit parfois collective, je ne dis pas le mot collectif parce que ça voudrait dire que tous les professionnels de santé l'auraient. Non, c'est la clause de conscience de la personne morale, elle existe toujours. Sauf si l'établissement de santé est public, parce que c'est service public, neutralité. Et donc, c'est seulement si l'établissement est privé, mais s'il s'est assuré que sur le territoire, il y avait un autre établissement privé qui assurait la réalisation de ces actes. En clair, on essaye de favoriser une continuité de la prise en charge et que les patientes, en l'espèce, puissent trouver dans un autre établissement du territoire proche l'offre que cet établissement a. Okay. Et la question s'est posée au sujet de l'euthanasie, suicide assisté à la mourir. En débat, on disait, le même établissement qui a une identité religieuse importante pourrait très bien dire, non, l'euthanasie, c'est assassiner pour moi. Donc, je refuse qu'on assassine dans mon établissement. Voilà. Je ne dis pas il a raison, je ne dis pas il a tort, ce n'est pas le sujet, mais la question s'est posée. Et la position adoptée est l'inverse de celle dont je viens de vous parler en matière d'interruption de grossesse, c'est-à-dire non, personne morale, pas de clause de conscience. Seules les personnes physiques, certaines en tout cas, autorisées, peuvent avoir une clause de conscience. Et vous voyez que la question des bénéficiaires, c'est une question vraiment centrale, c'est une question vraiment forte, parce que il suffit de reprendre le cas des pharmaciens. Les pharmaciens vont avoir, pour certains, pour l'euthanasie suicide assisté à la mourir, vont avoir, pour ceux à qui ça pose problème dans leur type de réaliser et de préparer ce produit létal, vont avoir un dilemme moral en disant mais on me demande de faire quelque chose aujourd'hui que ma conscience personnelle réprouve profondément. Qu'est-ce que je fais? Je refuse, c'est une faute professionnelle. Je fais, mais je me trahis mes convictions. Je démissionne, j'ai des enfants à nourrir, j'ai un foyer à financer, que sais-je. Donc, c'est une vraie question. Voilà sur ce deuxième élément et sur certains professionnels de santé. Troisième élément, je l'ai annoncé en introduction comme étant probablement le point le plus important, c'est le pourtant légal. Parce qu'en fait, ce qui caractérise la clause de conscience, ce qui est consubstantiel à la clause de conscience, c'est l'opposition entre le légal et le moral, entre le légal et le juste, en toute subjectivité, je le dis, puisque c'est les convictions d'une personne qui se confrontent à la loi. La clause de conscience est un mécanisme très particulier parce qu'en fait, on permet à quelqu'un de ne pas faire ce que la loi autorise pourtant. Et quand on réfléchit sur la clause de conscience avec un œil neuf, on peut se dire, mais c'est vrai que c'est quand même bizarre. Soit c'est légal, et dans ce cas-là, tout le monde le fait. Soit si ça pose problème à certains, voire à d'autres, pourquoi l'a-t-on légalisé? On aime bien le noir ou blanc. C'est légal, tout le monde le fait. Ça pose problème. C'est pas légal, ça pose problème. Il faut ne pas faire cette réforme ou il faut modifier la réforme, réformer la réforme. Et là, c'est une sorte d'entre-deux. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en réalité, la clause de conscience, c'est un outil de concorde, c'est un outil de négociation, c'est un outil de je fais un pas vers toi si tu fais un pas vers moi. Parce que historiquement, c'est comme ça que ça s'est pensé. La première fois qu'on a instauré la clause de conscience en France en droit de la santé, c'était par la loi de 75 sur la légalisation de l'avortement. J'ai commencé à dire. Et en réalité, quand Simone Veil, ministre en charge de la santé de l'époque, a porté ce projet de loi, elle n'a pas du tout prévu la clause de conscience. Elle n'y a pas pensé, ou elle y a pensé, mais elle n'a pas voulu. C'est juste qu'elle y a pensé quand elle a vu que ça posait problème et que sa réforme ne réussissait pas à aboutir, qu'il y avait trop d'opposition. Alors elle s'est dit, qu'est-ce que je fais? Soit je reste droite dans mes bottes, je maintiens mon projet, mais je risque de me faire claquer la porte au nez et mon projet va peut-être se faire refuser. Soit j'essaye de mettre de l'eau dans mon vin, j'essaye de faire un pas vers l'adversaire. C'est ce qu'elle a fait. Elle allait voir l'adversaire politique.
les opposants à la réforme en disant, ben voilà, si je prévois la clause de conscience, c'est-à-dire si je prévois cet échappatoire qui vous permet, à vous, professionnels de santé éventuels, de ne pas faire cet acte si vous estimez qu'il est contraire à vos convictions, mais qu'au final, ça n'empêche pas ceux à qui ça ne pose aucun problème de le faire, est-ce qu'on a un deal? C'est ça, hein, c'est une négociation politique. Je ne minimise pas l'importance de la clause de conscience en disant ça, mais ça a été pensé, ça a été utilisé comme un outil de négociation politique. Et voilà, si je fais un pas vers toi, est-ce que tu fais un pas vers moi? Bah oui, ils ont accepté. Chacun a fait le pas et c'est passé comme ça. Donc, c'est-à-dire que c'est un outil particulier dans le sens où ça ne vous empêche pas, vous, qui y croyez profondément, de faire l'acte en cause, et ça ne me force pas, moi, qui n'y crois pas, à faire l'acte en cause. Ça respecte votre individualité, ça respecte la mienne. Ça respecte votre liberté de conscience, et ça respecte la mienne. C'est un outil de concorde. Donc, de manière subjective, parce que je ne dis pas que vous avez raison si vous voulez le faire, je ne dis pas que vous avez tort, et je ne dis pas que j'ai raison si je refuse de le faire, mais ne dites pas que j'ai tort. C'est ma subjectivité. Ben voilà, je pense blanc, je pense noir, je fais ci, je fais ça, je refuse de faire ci, je refuse de faire ça. On peut, dans un débat citoyen, démocratique, politique, avoir des interrogations, mais c'est ma subjectivité. Donc, je n'ai pas tort, j'ai raison, mais ce sont mes convictions qui me poussent à le faire, ou mes convictions qui me poussent à ne pas le faire. Mais je comprends qu'on puisse être rétif à l'idée même de la clause de conscience. On pourrait dire, non mais attendez, vous êtes professionnel de santé, vous intervenez sur le corps des femmes, vous ne voulez pas faire d'interruption de grossesse, eh bien démissionnez, changez de boulot. Si ça vous pose problème, je ne vous juge pas, mais soyez logique avec vous-même. Si vous faites ce métier, il est logique que vous fassiez à un moment ou à un autre ce type d'acte. Bon. Et c'est ce qui a fait dire à un de nos collègues et amis cette phrase bien sentie, bien ficelée, est-ce qu'on parle de clause de conscience ou de conscience close, jeu de mots qu'on le reconnaît bien là, pour dire que, effectivement, à partir du moment où c'est légal, j'ai rien à dire. Et pour vous dire, pour étayer cela, la question s'est posée de deux manières par le passé, quand sur un sujet tout à fait différent du droit de la santé, lorsque l'on a légalisé, lorsque l'on a fait ce que l'on a appelé en France la loi sur le mariage pour tous, donc le mariage des personnes de même sexe. Certains maires ont dit, moi je ne ferai pas. Qu'ils puissent se marier, c'est une chose, mais moi je ne célébrerai pas le mariage de personnes de même sexe. Clause de conscience. Et les pouvoirs publics ont dit, mon coco, tu as une clause de conscience que tu peux faire jouer si tu en as une. La loi sur le mariage pour tous prévoit une clause de conscience? Non. S'il n'y en a pas, tu n'en as pas. Et donc, tu en penses du bien, tu en penses du mal, tu délégueras ton adjoint si c'est vraiment ça te pose problème, mais tu ne peux pas faire jouer une clause de conscience dont tu n'es pas titulaire. La question s'est posée d'une autre manière lors de la dernière loi bioéthique en 2021 sur l'ouverture aux femmes seules et aux couples de femmes de l'assistance médicale à la procréation. Certains disons, moi je ne fais pas, par exemple pour les femmes seules ou pour les couples homosexuels. Oui, mais à partir du moment où la clause de conscience n'est pas prévue dans la loi, l'échappatoire que tu veux avoir, tu n'en es pas titulaire. Donc tu en penses du bien, tu en penses du mal, tu es obligé de le faire. Sinon, c'est une faute professionnelle, une faute déontologique. Donc, ça pose vraiment cet enjeu-là de dire c'est légal, mais je ne suis pas obligé de le faire, et je ne suis pas obligé de le faire parce que c'est contraire à mes convictions morales, à ma manière de penser la justice. Okay, mais on voit bien que c'est exceptionnel en réalité. Et c'est pour ça, j'ai commencé à dire qu'il n'y a que 3 cas, peut-être le 4e sous peu, mais il n'y a que 3 cas. Ça veut donc dire qu'en réalité, la clause de conscience est une exception. Ce n'est pas un principe. Et on a eu un début de débat dans un colloque avec un collègue de Toulousain sur ce sujet, qui disait, non mais par principe, un certain Xavier B, ça parlera à certaines, dire, voilà, par principe, on a une clause de conscience sur tout acte. Sur tout acte. Je dis, non, parce que la loi ne le prévoit que dans 3 cas. Et oui, mais c'est pas grave, parce que la loi, elle est là en termes de hiérarchie des normes, et la clause de conscience se fondant, souvenons-nous-en, sur la liberté de conscience qui, dans la hiérarchie des normes et dans la Constitution, c'est-à-dire dans une norme supérieure, on a un principe général qui s'oppose. Oui, sauf que la clause de conscience se fonde sur la liberté de conscience, mais la clause de conscience n'est pas constitutionnalisée, c'est la liberté.
qu'il est. Et de toute façon, ce qui démontre bien que ce n'est pas un principe général et des exceptions, bah, c'est tout le débat qu'on a eu sur les pharmaciens. Si c'était un principe général, les pharmaciens ne demanderaient pas d'exception, puisqu'ils auraient le principe. Sur les mères et le mariage homosexuel, sur l'AMP pour le couple de femmes et les femmes seules, bah, la question ne se poserait pas si elle est prévue par la Constitution. Donc, de mon point de vue, mais je ne suis pas publiciste, je n'ai pas cette qualité, il n'y a pas de principe général de clause de conscience, et c'est probablement une très bonne chose. C'est probablement une très bonne chose, parce que c'est vrai que cet échappatoire de c'est légal, mais parce que pour moi c'est pas moral ou pas juste, je ne le ferai pas, ben, si c'est général, on s'en sort pas. On s'en sort pas. Et on se retrouve confronté à la subjectivité très variable par nature de tout le monde. Et donc, alors, vous, tel acte, vous ne faites pas, et vous, c'est tel acte que vous ne faites pas, et vous, c'est. Non, mais ça va, on ne s'en sort pas. C'est légal, on le fait. Ce n'est pas normal, ce n'est pas adapté, c'est problématique, ben, dans ce cas-là, on ne le fait pas. Mais ce n'est pas une auberge espagnole, le droit de la santé, où on ferait pas. Non. Par principe, je pense que c'est sain que les exceptions soient limitées, de mon point de vue. Mais ce qui est fondamental, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé pour l'instant, c'est l'autre acteur qui est en face, c'est le patient. Parce que la liberté de conscience et la clause de conscience, ça relève du professionnel de santé. Mais on a un patient en face. Enfin, pas tout le temps. On l'a dans le cas de l'interruption de grossesse, on l'a dans le cas de la stérilisation contraceptive, on l'aura, a fortiori beaucoup plus encore, dans le cas de la mourir, euthanasie, suicide assisté, mais on ne l'a pas en matière de recherche sur les embryons et les cellules embryonnaires, au sens de la personne, du terme. Ce qui fait que le régime est un petit peu adapté pour ce cas-là, qui est à part. Mais pour les trois autres cas, 2 plus 1 qui serait autorisé, ben, on a un patient ou une patiente en face. Donc, ma liberté de conscience, c'est bien, mais il faut que les pouvoirs publics essayent de concilier l'exercice de ma liberté de conscience avec votre droit d'accès aux soins. Parce qu'il ne faut pas que ma subjectivité, mon refus moral, ben, vous le subissiez de manière démesurée. Et là, on essaye de concilier l'inconciliable. On essaye de concilier une liberté qui permet à quelqu'un de dire non, avec un droit qui permet à quelqu'un d'avoir un oui à un moment ou à un autre. Et je reviens sur le cas de l'interruption de grossesse. C'est bien sympa votre clause de conscience, mais moi j'ai un délai à respecter en termes, si je fais une interruption volontaire de grossesse. Donc que vous me disiez non, que vous me disiez oui, il faut me le dire, il faut me le dire vite, parce que si vous me dites non, je dois aller voir quelqu'un rapidement pour que je puisse toujours interrompre ma grossesse dans le délai légal. Donc il y a un enjeu. Et qu'au-delà du délai légal, je veux interrompre ma grossesse. Je respecte le cadre, je respecte les conditions. Ne me faites pas subir démesurément votre subjectivité et vos choix moraux qui ne sont pas les miens, par exemple. Et donc, par exemple, sur la question de l'interruption de grossesse, dès que le professionnel de santé sait qu'il va refuser, qu'il va dire non, il doit respecter 2 conditions fondamentales qui permettent de concilier liberté de conscience et droit d'accès. La première condition, la première modalité, c'est qu'il doit informer la patiente de son refus sans délai. C'est-à-dire, dès que je sais que je vais dire non, dès que je sais que je ne vais pas le faire, il faut que vous le sachiez tout de suite. Logique, au vu du délai légal dont on a parlé précédemment. Et c'est ça, parce que ça ne sert à rien de me faire attendre si au final, vous savez déjà que vous n'allez pas faire l'acte que je vous demande. Et la deuxième garantie, en plus, non pas à la place, donc ce sont des garanties cumulatives, non pas alternatives, c'est que dès que je vous ai dit non, je dois vous orienter vers des praticiens susceptibles de vous prendre en charge. En clair, je ne vous dis pas juste non et je vous laisse comme ça, là, dans le service, oh, bah voilà, débrouillez-vous maintenant. Non, je dois vous donner des noms de praticiens susceptibles de vous prendre en charge, et j'insiste, susceptibles. Pas le nom de praticiens qui vont réaliser l'acte. Parce que je ne sais pas si eux vont dire oui ou vont dire non. Et je ne sais pas, parce qu'il y a à nouveau cette question de la dimension subjective. Si moi, ça m'a posé problème, alors que ça fait 20 ans que je fais des interruptions de grossesse, alors que je suis en faveur des droits des femmes, si dans ce cas-là, ça m'a posé problème, bah peut-être que ça ne va pas du tout poser problème à quelqu'un d'autre. Aucun souci. Mais peut-être que ça va poser problème à quelqu'un. Donc, je ne peux pas vous garantir que l'autre va dire oui, alors que moi, j'ai dit non. Et voilà, c'est un élément important. Cette garantie,
on ne la prévoit pas, ces deux garanties, on ne les prévoit pas, par exemple, dans le cadre de la stérilisation à visée contraceptive. Le sans délai, bah, on ne le prévoit pas, ou d'une manière moins exigeante, tout simplement parce qu'en matière de stérilisation à visée contraceptive, il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas de délai légal pour se faire ligaturer les trompes ou subir une vasectomie. Et puis, puisqu'on est dans une stérilisation à visée contraceptive, c'est un choix que je fais et non pas une situation médicale que je subis. Donc, il n'y a pas les mêmes enjeux, clairement. En matière de recherche sur l'embryon et les cellules embryonnaires, bah, il n'y a aucune de ces garanties, bah, tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de patient en face. Donc, il n'y a pas de droit d'accès aux soins que je dois concilier avec la liberté de conscience. Il n'y a pas de liberté opposée à concilier. Pour le cas de l'euthanasie, suicide assisté à mourir, il est prévu des garanties qui sont grosso modo convergentes avec ce que j'ai dit sur l'interruption de grossesse, sauf que le mot susceptible n'apparaît pas. Je crois que la formulation, c'est « et doit orienter vers des praticiens qui réaliseront l'acte ». Bah, c'est pas. Est-ce que c'est par hasard qu'on a dit ça? Est-ce que c'est volontaire, justement? Le problème, c'est que moi, si je dis non, rien ne peut me garantir que vous direz oui. Donc, il ne faudrait pas qu'on me reproche de vous avoir orienté vers quelqu'un qui vous a dit non comme moi. Parce que je ne sais pas, du fait de sa subjectivité, si vous avez dit non. En tout cas, vous voyez que ça, c'est un élément fondamental, c'est qu'on essaye de faire en sorte que ma liberté de conscience ne nuise pas trop à votre droit d'accès aux soins. Et on essaie de faire en sorte que votre droit d'accès aux soins ne nuise pas trop à ma liberté de conscience. Concilier deux libertés opposées, c'est compliqué, par principe. Parce que, oui, bien évidemment, il faut le dire, et parfois c'est pour ça qu'on reproche l'existence de la clause de conscience, le fait que je fasse marcher ma clause de conscience nuit à votre droit d'accès aux soins. Mécaniquement, oui. Et c'est consubstantiel à la clause de conscience que de dire ça. On ne peut pas lui reprocher, ou en tout cas, si on reproche cet effet-là à la clause de conscience, c'est la clause de conscience même qu'on conteste. Pour finir, la question de la conscience personnelle du motif. Pourquoi je dis non? Pourquoi je dis non? Pour le comprendre, c'est que en réalité, on est bien sur une conscience personnelle et non pas une conscience professionnelle. Mais surtout, j'y reviendrai ça juste après, surtout, en fait, j'ai aucune explication à donner. C'est-à-dire que c'est ma subjectivité, c'est ma conscience, ma liberté de conscience à moi. Peut-être qu'humainement, je vais trouver utile de vous expliquer pourquoi je ne vais pas faire l'acte que vous me demandez de faire. Mais juridiquement, vous n'êtes pas censé pouvoir me le demander, en tout cas, je ne suis pas contraint de vous le répondre, de vous le dire. Parce que, est-ce qu'on demande aux gens, à la sortie du bureau de vote, pourquoi ils ont voté pour l'un ou pour l'autre? Ben oui, on peut le faire. Mais je veux dire, j'ai envie de m'expliquer, je le fais. Je n'ai pas envie de m'expliquer, je ne le fais pas. C'est ma subjectivité. Donc, on n'a pas de compte à demander. Et c'est ça qui est difficile aussi. C'est que parfois, on ne sait pas s'il y a de bonnes ou de mauvaises raisons. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de bonne ou mauvaise raison. Ma subjectivité peut être choquée par la vôtre. Ah ben, vous avez refusé de faire une interruption de grossesse, c'est scandaleux. Parce que c'est important, ok. Mais c'est ma subjectivité qui est en désaccord avec la vôtre, ok. Mais vous n'avez pas à m'expliquer pourquoi vous le faites ou vous ne le faites pas. Et là, on a toute la variété des possibilités. Hein. Les motifs peuvent être politiques, peuvent être éthiques, peuvent être déontologiques, peuvent être moraux, peuvent être religieux aussi. Et c'est ça qui est essentiel à expliquer pour vous faire la différence entre la clause de conscience et les autres notions, qui sont proches mais distinctes. C'est-à-dire que si je le dis sous forme presque de slogan, la phrase est complexe, mais elle sera expliquée. Toute clause de conscience est un refus de soins, et tout refus de soins n'est pas forcément une clause de conscience. Je m'explique. Si j'étais dans le cadre d'un cours, j'aurais fait un schéma. Vous avez le refus de soins. Le refus de soins, il y en a plusieurs types. Le refus de soins émis par un patient, le témoin de Jéhovah qui refuse d'être soigné parce qu'il préfère mourir pur que de vivre impur. Bon, ça, c'est pas notre sujet. Ou le refus de soins émis par un professionnel de santé. Ça, c'est notre sujet. Mais quand vous êtes sur le refus de soins émis par un professionnel de santé, on va plus loin dans l'arborescence, il y en a deux types. Il y a le refus de soins fondé sur une conscience professionnelle ou sur une conscience personnelle. Conscience professionnelle, je ne sais pas, je suis médecin généraliste. Vous venez me voir
depuis 20 ans, je suis votre médecin traitant, médecin de famille. Ça fait 20 ans que je suis votre santé. Je sais que vous avez des tout petits problèmes cardiaques. Et sauf que là, cette fois-ci, la consultation montre que vos problèmes cardiaques s'aggravent et atteignent la limite de mes compétences. Je ne peux pas continuer raisonnablement en étant que médecin généraliste à vous soigner. Donc, je vous oriente vers un médecin spécialiste. Techniquement, je refuse de continuer à vous soigner, mais sans que le refus soit problématique. C'est juste que j'ai atteint la limite de mes compétences. J'ai atteint la limite de mon expertise. Et donc, de manière pleinement conforme à la déontologie, à l'éthique et au droit, finalement, je vous oriente vers un spécialiste. Je refuse de vous soigner pour un cas de conscience professionnelle. Donc, c'est un refus de soins, mais ce n'est toujours pas la cause de conscience. Et sinon, on a le refus de soins sur un motif personnel. Et là, on a un dernier niveau d'arborescence, parce que ce refus de soins pour un motif personnel peut être fondé sur un cas légal ou illégal. Ah bah moi, je refuse de soigner les plus pauvres. Je refuse de soigner les blancs, les noirs, les grands, les petits, les gros, les maigres, que sais-je encore. Bah, ça, c'est bien un refus de soins. Il est bien émis par un professionnel de santé. Il est bien fondé sur une conviction personnelle, mais de manière illégale. Et bah, ce n'est pas de cause de conscience. Nous, c'est le refus de soins émis par un professionnel sur un fondement personnel, mais de manière légale, parce que c'est le cadre prévu par la loi. Et donc, vous voyez que avec cette arborescence, c'est essentiel de voir où la clause de conscience est par rapport au refus de soins, parce que, et je reviendrai à ce que je disais dans l'introduction, il y a cette confusion-là. Je travaillais un jour avec un gynécologue obstétricien d'un hôpital public en France qui me disait, je suis rentré de vacances, toutes les sages-femmes étaient en clause de conscience. Je dis, bah, qu'est-ce qui s'est passé depuis l'été? Oui, parce qu'elles n'étaient pas d'accord, il y avait des problèmes de conditions salariales, elles refusaient de travailler. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas de la clause de conscience. C'est de la grève, je ne sais pas, il y aura un problème de sécurité, c'est un droit de retrait, ça relève du droit du travail. Ça ne relève pas du tout de la clause de conscience. Parce qu'il disait, en fait, la clause de conscience, c'est un refus de soins, elle refuse de soigner, c'est la clause de conscience. Rien à voir. Et vous imaginez, un journaliste serait passé par là, il aurait dit, à l'hôpital public, nanani, nanana, clause de conscience généralisée, retour de la morale, tout ça, rien à voir. Rien à voir. Donc, c'est essentiel. Et vraiment, à titre conclusif, ce sera mon dernier point. Ce qui me paraît fondamental, c'est qu'en réalité, sur la clause de conscience, en pratique, on ne sait rien en France. On sait des choses parce que le droit nous le dit. Et ça, c'est marrant, ça, c'est parce qu'on étudie les bouquins, quoi. Mais en fait, en pratique, on n'en sait rien. Et on n'en sait rien parce qu'on n'a pas de registre, contrairement, par exemple, à l'Italie. C'est pour ça qu'en Italie, on dit attention, les droits des femmes, l'interruption de grossesse, on a de plus en plus, selon les régions, des majorités de médecins qui refusent de faire une interruption de grossesse, pas parce qu'on a des registres où les gens s'inscrivent en disant moi je fais pas. Donc on a des stats. En France, on n'en a pas, tout simplement parce que ça relève de la liberté de conscience. Je n'ai pas à me déclarer. Mais parce qu'on ne sait pas, ça nourrit tous les fantasmes, positifs ou négatifs. On voit des débats parlementaires, parfois avec des associations qui sont impliquées, qui disent oui, la clause de conscience nuit de plus en plus à la liberté des femmes d'interrompre leur grossesse. Ah, c'est sûr que si je fais marcher la clause de conscience, j'empêche une femme d'interrompre sa grossesse, bien sûr. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas dire ça de manière scientifique parce qu'on ne se fonde sur aucune statistique qui existe. Et le problème, c'est que ça génère des idées qui peuvent se confirmer, mais qui sont, à mon avis, à nuancer. Donc, grosso modo, celui qui fait marcher la clause de conscience, c'est le médecin catholique traditionnaliste, tapis dans l'ombre, qui lutte pour la vie et contre le choix. Voilà. C'est l'archétype d'une figure politique extrémiste. Ça doit exister, je suis sûr, statistiquement, ça existe. Du peu que j'ai vu, ce n'est pas vraiment le profil qui ressort. Le profil qui ressort, c'est des gens qui ont toujours fait des interruptions de grossesse, qui sont militants des droits des femmes ou pas militants, mais juste des citoyennes, des citoyens normalement engagés dans des débats sociaux classiques. Et qui, dans certains cas, alors qu'ils ont toujours fait des interruptions de grossesse, juste une fois ou juste une autre, vont dire « là, je suis mal à l'aise ». Et ça, c'est des cas qui remontent du terrain, 2 cas. Par la loi du 2 mars 2022, on a augmenté le délai légal d'interruption de grossesse de passant de 14 à 16 semaines d'aménorrhée. Et certains ont dit, 16 semaines d'aménorrhée, moi je ne suis pas bien à l'aise. Le risque technique est plus important, mais surtout symboliquement, ce n'est pas pareil pour moi. Et là, je me fonde sur un cas fortiori beaucoup plus important. On avait fait intervenir avec Marion une professionnelle
à l'IFROS, en formation initiale il y a bien longtemps, une femme qui faisait des avortements quand c'était illégal, avant 75. Donc, vous imaginez comme elle était engagée sur les droits des femmes. Quand vous risquez la prison parce que vous faites des avortements illégaux, on peut difficilement dire que je suis contre la liberté des femmes. Et donc, elle faisait. Et il y a eu une réforme en 2010 qui augmentait, en 2001, pardon, qui augmentait le délai qui passait de 10 à 12. Ou de 2 à 14, ça dépend comment on pense. Semaine de grossesse ou d'aménorrhée. Et qui a dit, bah, moi, j'ai toujours fait des interruptions de grossesse jusqu'à 10 ans. Je me suis toujours battu pour la liberté des femmes dans ce sens-là, aucun problème. Par contre, de 10 à 12, je ne fais pas. Parce que autant j'ai l'impression d'intervenir sur du matériau biologique jusqu'à 10, autant j'ai l'impression de tuer un petit homme de 10 à 12. Et je ne dis pas qu'elle a tort, je ne dis pas qu'elle a raison. Ce n'est pas le sujet, ce n'est pas le propos, c'est sa subjectivité, qui est la nôtre ou qui n'est pas la nôtre, peu importe. Mais vous voyez que là, ce n'est pas le catho-tradit tapis dans l'ombre, c'est la femme dite progressiste qui se bat pour la liberté des femmes. Je fais l'hypothèse que le profil de ceux qui ont recours à la clause de conscience correspond davantage à un profil que j'appellerais pragmatique qu'à un profil que j'appellerais dogmatique. Des profils dogmatiques, on va les retrouver, forcément statistiquement. Et je fais l'hypothèse que souvent, c'est plutôt des profils pragmatiques. Et en pratique, j'ai revu un autre cas de cette femme médecin qui reçoit une femme pour une interruption de grossesse, qui l'a fait. Quelques mois plus tard, pour une autre interruption de grossesse, qui l'a fait. Et quelques mois plus tard, on est toujours dans la même année civile, pour une troisième interruption de grossesse. Et qui l'a dit, écoutez, je ne vous juge pas, manifestement, vous avez un petit problème dans votre pratique de contraception. Je ne vous juge pas, mais moi, je ne fais pas. Cette fois-là, je ne vais pas faire parce que j'ai l'impression que vous envisagez l'interruption de grossesse comme un moyen de contraception a posteriori. Et c'est votre liberté. Techniquement, vous respectez la règle. Mais moi, c'est moi qui fais l'alternative. Et c'est moi que ça choque. Et donc, la première, je fais, la deuxième, je fais. J'ai toujours fait avant, je ferai toujours après. Et dans ce cas-là, je fais ça. Là, on est dans le profil pragmatique. On n'est pas dans le profil dogmatique. Donc, je fais l'hypothèse que c'est important d'essayer de savoir qui sont les objecteurs de conscience. Et c'est pour ça qu'on a lancé un projet de recherche avec des sociologues, avec des médecins français, mais aussi avec un regard de juristes belges, parce que la clause de conscience, au vu d'un certain nombre de dilemmes éthiques, est aussi un sujet important en Belgique, pour essayer de voir, je le dirais, la clause de conscience de notre côté du miroir, quoi. Voir ce qu'il en est en pratique, parce que les textes, c'est pas moi juriste qui vais dire le contraire, c'est passionnant, c'est super. Mais si vous avez des textes qui disent des choses et qu'on a en pratique, on ne sait pas ce qu'il en est, c'est forcément moins intéressant. Et donc, on va interroger un certain nombre de professionnels de santé qui ont ou qui n'ont pas la clause de conscience dans les 4 cas 3+1 que j'ai cités pour voir ce qu'il en est et essayer d'avoir une idée, une image, un profil de l'application de la clause de conscience dans le champ de la santé en France. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.